la continuité entre les violences subies par les femmes en temps de guerre et en temps de paix. Notre conviction est que la lutte contre les violences sexuelles subies pendant les conflits armés devait s'inscrire de manière générale dans la lutte contre les violences faites aux femmes, car il ne faut pas s'y tromper, il y a une continuité entre toutes ces violences. Et on ne peut pas vraiment isoler le viol, commis ou non en temps de guerre, des violences conjugales, des mariages précoces et forcés, des mutilations génitales et de la prostitution qui, on le sait, est largement fondée aujourd'hui sur la traite des êtres humains et enferme les femmes qui en sont victimes dans une forme d'esclavage inacceptable. Cet ensemble de violences forme un tout. La lutte contre ces violences, qu'elles soient commises en temps de paix ou en temps de guerre, constitue bien un élément essentiel du combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, dans lequel notre délégation au Sénat est tout particulièrement engagée. Les informations recueillies au cours de nos récents travaux ont renforcé notre conviction que parmi toutes les violences auxquelles les femmes sont confrontées du fait des guerres, les violences sexuelles occupent une place particulière, tant par leur ampleur que par leur barbarie inacceptable qui les sous-tend. Et le fait qu'elles soient aussi vieilles que les guerres ne doit en aucun cas nous conduire à une attitude fataliste et à considérer que l'on ne saurait lutter contre le fléau des viols de guerre. Les statistiques, même imparfaites et certainement très en deçà de la réalité des faits, sont éloquentes et témoignent du caractère massif que revêtent ces violences. Entre 20 000 et 40 000 viols en ex-Yougoslavie, 400 000 viols commis au Kivu entre 2003 et 2008, et j'ai entendu le chiffre de 2 millions qui a été évidemment cité par l'interlocuteur précédent, plus de 10 000 patients par an soignés pour des pathologies liées au viol par Médecins sans frontières depuis 2007. Les témoignages que nous avons entendus ont tous été bouleversants et même, pour tout vous dire, pour certains insoutenables. Les violences sexuelles subies par les femmes qui en sont victimes les détruisent et les marquent à tout jamais dans leur chair et dans leur esprit, c'est une évidence. Je retiens notamment ce mot très perturbant d'une participante libyenne à notre première table ronde, je la cite. « Il faut voir le regard de ces femmes, c'est un regard mort ». Ou cette remarque de Madame Yamina Benguigui, ministre déléguée à la francophonie, au retour d'un déplacement en RDC, je la cite, « Les petites filles sont transformées en poupées de sang ». Par-delà les témoignages intolérables de ces tragédies, ce qui nous a frappés, c'est l'ampleur des dévastations que causent ces violences, car elles affectent non seulement les victimes, mais aussi les familles entières, voire des villages, qui sont parfois contraints d'assister impuissants à ces horreurs. L'objectif des violeurs, ce n'est pas seulement de détruire leurs victimes, c'est aussi d'humilier leurs proches et de nier toute une communauté. Au point qu'on se demande si leur volonté n'est pas aussi d'affecter le rétablissement de la paix en rendant toute réconciliation impossible. Certes, comme l'ont relevé ces divers témoins et observateurs, les violences sexuelles n'épargnent pas les hommes. Il est cependant évident que les grossesses imposées aux femmes, contraintes de porter et d'élever, entendez les guillemets, l'enfant de l'ennemi, de même inversement que les stérilisations forcées, sont une dimension spécifique de ces violences pour les femmes. Enfin, la stigmatisation des victimes, bannies par leur famille, voire menacées de mort par des proches, soucieux de, là aussi entendez les guillemets, laver la souillure, ajoute une violence sociale insupportable aux épreuves physiques et morales qu'elles ont déjà subies. Autre cause d'aggravation de ces souffrances, Internet et les techniques modernes de communication qui font peser sur les victimes une menace permanente, que les images de leur humiliation, filmées sur les téléphones portables des bourreaux, soient rendues accessibles à tous et les privent de l'anonymat du silence. La délégation a constaté que la communauté internationale avait véritablement pris conscience du problème,
si l'on en juge par la constitution au fil du temps d'un arsenal juridique complet, constitué notamment par un ensemble de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, dites Femmes, Paix et Sécurité, dont la plus célèbre porte le numéro 1325 et remonte au 31 octobre 2000. Ces résolutions et c'est un point important, reconnaissent les femmes comme actrices à part entière des processus de paix et nous invitent donc à les considérer non pas seulement comme des victimes, mais aussi comme des atouts pour la reconstruction de ces pays. Et c'est un changement de regard à souligner car très important. L'adoption de ces textes successifs peut être considérée comme un signe positif de la détermination de la communauté internationale à lutter contre le fléau des viols de guerre. Mais on peut aussi y voir, et c'est moins rassurant, le signe de son impuissance, dont témoigne à la fois la poursuite sans fin de ces violences et le fait que leurs auteurs soient si peu nombreux à avoir été punis. Un autre aspect extrêmement perturbant des violences sexuelles liées au conflit armé est en effet, et ce point mérite qu'on s'y attarde, l'impunité des bourreaux par contraste avec la souffrance infinie des victimes. Certes, et c'est là un motif de satisfaction, les viols systématiques, la prostitution contrainte, les grossesses imposées et la stérilisation forcée sont considérés par les statuts des juridictions internationales spécialisées comme des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. En Libye, une loi récente vient de reconnaître les victimes de ces violences comme victimes de guerre. Mais cette satisfaction reste à bien des égards théorique, en raison du faible nombre des personnes effectivement condamnées pour ces crimes. Dans ces conditions, comment peut-on espérer que la justice puisse contribuer à apaiser les victimes de ces horreurs et leur permettre de se reconstruire? J'en viens maintenant aux mesures mises en place par la France pour assurer la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. Parmi ces mesures figure le renforcement de la participation des femmes aux opérations du maintien de la paix et aux opérations de reconstruction. Cet axe passe par la nomination de femmes au sein des composantes civiles et militaires. Le ministère de la Défense français a mis en place, dans le cadre de ce plan d'action, un programme de formation des personnels qui nous a été présenté pendant ces auditions et qui nous a paru efficace. Les représentants du ministère de la Défense français ont exposé à la délégation l'intérêt de faire participer des femmes aux opérations de maintien de la paix, par exemple dans les pays où il est difficile aux hommes, et a fortiori étrangers, d'entrer en contact avec des femmes, même dans un contexte médical. Parmi les effets du facteur genre dans la planification des opérations a aussi été citée la réduction des violences liées tout simplement, mais encore fallait-il y penser, au changement d'horaire des patrouilles pour privilégier les moments où les femmes et les enfants circulent. Notre délégation a acquis la certitude, au cours de ces réunions, que les viols de guerre ne sont pas une fatalité et que le viol et les violences sexuelles peuvent cesser d'être des armes de guerre. Notre rapport esquisse donc des pistes susceptibles d'être prises en compte pour que les choses évoluent à l'avenir. Et si vous le permettez très brièvement, je vais en évoquer quelques-unes devant vous. Premièrement, le renforcement des moyens matériels des institutions judiciaires dans les pays en situation de post-conflit est un élément essentiel de la lutte contre l'impunité des bourreaux. Trop de témoignages ont souligné les obstacles, souvent très concrets, qui découragent les victimes d'avoir affaire à la justice, comme par exemple l'obligation de subir un contact avec leur bourreau, faute d'espace de circulation séparés entre victimes et prévenus. Il faut donc que l'aide attribuée aux institutions judiciaires de ces pays soit adaptée à ces besoins très concrets. Cela est d'autant plus important que l'accès des victimes à la justice est une condition essentielle de leur apaisement. Deuxième élément de piste de réflexion, il est nécessaire aussi de s'assurer que les victimes aient un accès à toute l'aide médicale, psychologique, économique et juridique dont elles ont besoin. À cet effet, notre délégation est très sensibilisée au problème du montant des subventions
attribués aux ONG et aux associations présentes sur le terrain pour venir en aide aux victimes. Les informations que nous avons recueillies au cours de nos tables rondes nous ont renforcés dans cette conviction que la contrainte budgétaire ne doit pas être le prétexte à la baisse des subventions versées à ces indispensables acteurs de terrain. Troisième piste, il nous a aussi semblé que l'association des institutions de la francophonie à la lutte contre l'impunité des auteurs des violences, comme l'envisage d'ailleurs Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la francophonie, pourrait être une piste à envisager. Pourquoi ces institutions ne permettraient-elles pas de faire pression sur les pays pour que ces crimes ne demeurent pas impunis? Enfin, quatrième piste que je livre à votre sagacité, notre délégation a également été convaincue que la participation de femmes militaires aux opérations extérieures doit être encouragée par l'affectation de ces personnels à des postes où leur présence peut permettre de contribuer à la prévention de ces violences et de mieux aider les femmes et les personnes vulnérables qui en sont victimes. Voilà, mesdames et messieurs, les réflexions et propositions qu'ont inspiré à notre délégation ce sujet si grave. Les viols et violences sexuelles commises pendant les conflits ne sont pas une fatalité et la France, considérons-nous, a un rôle majeur à jouer pour que ces violences cessent d'être des armes de guerre. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un fructueux travail. Merci Madame la sénatrice. J'appelle mon confrère Roger Bongos pour